docteur Marixon, est-ce qu'on doit toujours jeter les torts sur la France? Non, la réponse est claire, elle est nette, c'est non. Mais nous devons savoir ce que fait l'ennemi afin d'affûter nos stratégies aussi. Emmanuel Macron est en difficulté. L'élection présidentielle en France, c'est dans quelques mois. Et donc, Emmanuel Macron sait qu'il passera très difficilement. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise un sommet France-Afrique pour se redorer le blason. Selon la théorie du choix rationnel, le comportement d'un être humain n'est guidé ni par les normes, ni par les valeurs qu'il a acquises pendant sa socialisation. Mais le comportement d'un être humain est exclusivement guidé par la recherche de l'intérêt personnel. Voilà ce que dit la théorie du choix rationnel. Si Emmanuel Macron organise cette conférence, ce n'est pas pour les beaux idées africains, mais c'est pour se retirer le blason. Il faut que cela soit clair parmi nous, pour nous. Maintenant, revenons à l'aide à la démocratie. Mes compatriotes ont déjà parlé de la somme qui est ridicule. L'Afrique, c'est 54 nations. 54 nations. Et la somme que Emmanuel Macron dit avoir mise à côté pour la démocratie, nous la connaissons. Maintenant, prenons les exemples. Au Tchad, on a fait un coup d'État. Selon la Constitution, c'est le président du Parlement qui doit prendre le pouvoir. Mais c'est le fils du dictateur défunt qui a pris le pouvoir. Ils ont chassé le président du Parlement. Monsieur Emmanuel Macron est allé en personne soutenir le fils de Idriss Déby qui a pris le poste de la présidence contre toutes les dispositions constitutionnelles du Tchad, contre toute normalité. Emmanuel Macron est allé le soutenir. On a fait une élection au Togo le 22 février 2020 qui a été gagnée à plus de 70% par le docteur Aguillaume Messakodjo. Monsieur Fonia Singbe s'est encore imposé. Il a falsifié la signature du président Macron pour s'octroyer une lettre de félicitations. Le député français, monsieur Nadeau, a demandé des justifications. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron n'est pas en mesure de dire la vérité sur ce fait. En Guinée, M. Alpha Condé a déjà fait 2 mandats. Il devait quitter le pouvoir. Il a broyé la Constitution pour faire un référendum et il s'est fait élire alors que tout le monde sait qu'il n'est pas élu par les Guinéens. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après les 2 mandats, devait quitter le pouvoir. Il a aussi changé la Constitution et a fait une élection comme cela se passe au Togo. Il s'est déclaré président. La France a envoyé une lettre de félicitations à tous ces dictateurs. Quelques mois après, cette même France vient nous dire qu'elle veut nous aider à acquérir la démocratie. Croire à Emmanuel Macron, croire à ce que dit Emmanuel Macron, c'est comme une souris qui a une plaie et qui va chez le chat pour se faire soigner. Et donc, la jeunesse africaine n'est plus à ce niveau. Je vais vous dire ceci. Plus de 60% de la population africaine a moins de 24 ans. Ce taux n'existe nulle part au monde. Donc tout le monde sait que l'avenir du monde entier, c'est en Afrique. En dehors de sa population qui est vivace, on a toutes les ressources minières. Ne serait-ce que la Guinée. La Guinée a 1/3 des réserves de bauxite du monde entier. La Guinée seule. Et donc l'or, l'uranium et tout ça là cherché nous au Mali. L'Europe ne peut pas survivre sans l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis et la Chine sont en train de mettre plein pied en Afrique. Et donc la France a vu qu'elle est en train de perdre le territoire. Or, elle sait qu'avec les dictateurs, elle n'aura plus la chance. Mais pourtant, elle les soutient. Mais elle sait que du jour au lendemain, ces dictateurs vont quitter le pouvoir. C'est pourquoi Emmanuel Macron fait semblant de faire des beaux yeux à la jeunesse africaine en les invitant à Montpellier. Or, tout ce qu'il fait,
c'est pour l'intérêt de lui-même et de sa France. Et on ne peut pas l'accuser pour cela. Parce qu'un être humain qui est rationnel, qui réfléchit, doit agir pour ses propres intérêts. Maintenant, la question est de savoir, nous les Africains, que faisons-nous? Est-ce que nous comprenons la phase dans laquelle le monde est entré? Vous savez, auparavant, l'éthique avait un sens. Mais nous sommes entrés dans le post-moderne. L'époque dans laquelle nous sommes actuellement s'appelle post-moderne. Jusque dans les temps modernes, l'éthique avait une valeur. Mais désormais, nous sommes rentrés dans le post-moderne depuis longtemps. Ça veut dire que ces gens, pour leur intérêt, l'éthique n'a plus aucune valeur. Nous voyons ce que la France fait au Mali. Nous voyons ce que la France fait au Cameroun. Et ce que tous ces pays font chez nous pour créer le chaos, envoyer leur armée pour piller nos ressources. Maintenant, il appartient à la jeunesse africaine de se lever. Première chose, dégager les dictateurs africains. Seconde chose, mettre au pouvoir les gens qui sont capables de penser à leur intérêt, à défendre l'intérêt de nos pays africains jusqu'au sang. Voilà ce dont nous avons besoin actuellement. Et la jeunesse africaine a un rôle prépondérant dans ce travail. Je vous remercie. La jeunesse africaine, on revient toujours à la jeunesse africaine. Est-ce que c'est maintenant, pourquoi c'est maintenant que la France s'intéresse à la jeunesse africaine? Pourquoi est-ce que la France n'a pas pu mettre la jeunesse africaine au milieu des discussions dans les années précédentes au lieu de discuter avec des chefs d'État? Monsieur Ouadja. Votre question revient à celle que vous avez posée à M. Romarickson concernant le fait que on accuse toujours la France. Je dirais que ce n'est pas à la France de décider ce que nous allons faire, mais c'est plutôt à nous de le décider. Ce n'est pas à la France de décider d'inviter normalement la jeunesse africaine, c'est nos chefs d'État qui devraient envoyer la jeunesse africaine à discuter avec la France. Et ça devait être ainsi. C'est comme ça que les choses devraient se faire au début. Ils ont donné cette chance à la France de croire qu'elle est supérieure à l'Afrique et elle a toujours invité audacieusement les pays africains, les chefs d'État africains à venir en Afrique et en France pour discuter. Vous invitez tout un continent sur un petit pays à venir discuter des problèmes de ce continent. La France n'est pas le docteur de l'Afrique. La France n'est pas le médecin chargé de guérir l'Afrique. Elle ne peut même pas guérir l'Afrique. Le problème aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui doit prendre ses responsabilités parce que, je l'ai déjà dit la dernière fois, dans une de mes interventions sur l'une de vos émissions ici, ce qui se passe aujourd'hui, je veux parler des actions de la France ou de tout autre pays en Afrique qui est de piller les ressources de l'Afrique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Si l'Afrique aussi avait la possibilité de piller la France, elle le ferait. Parce que, comme le frère Romarickson venait de le dire, un être normal est guidé par ses intérêts et tout pays est guidé par un intérêt. Il n'y a que les chefs d'État africains qui croient à une relation d'amitié entre les pays africains et d'autres pays du monde. La relation d'amitié n'existe pas. Ces relations de partenariat, ces relations de gagnant-gagnant. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais nos chefs d'État africains n'ont pas encore compris ça, ou du moins ils ont compris. Comme ils veulent s'éterniser au pouvoir, ils préfèrent tourner le dos au peuple et faire face à la France ou bien d'autres puissances étrangères pour les protéger à rester au pouvoir et ne pas dire la vérité. Sinon, il n'y a pas de relation d'amitié. Et donc, il nous revient à nous les Africains de prendre nos responsabilités et de dire non. Normalement, pour un sujet concernant les relations France-Afrique, si ça concerne des sujets de développement, on invite un chef d'État. Il n'y a pas un chef d'État africain qui refuse d'aller. C'est ce qui est marrant. Ils se présentent tous en France parce que c'est la France qui les invite. Est-ce qu'ils sont obligés d'y aller?
Ils n'ont qu'à envoyer des représentants, ils n'ont qu'à envoyer des gens de la société civile à discuter de ce qu'ils veulent avec la France. Mais quand on veut toujours se montrer qu'on est faible et qu'on se présente devant la France, on s'humilie, on ridiculise nos pays et on donne une mauvaise image de l'Afrique. Comment un Français, un jeune Français peut respecter l'Afrique ou un pays africain quand il sait que son chef d'État peut aller tripoter l'épaule ou bien même toucher la tête d'un chef d'État comme si c'était un petit ami, un jeu d'enfant dans le quartier. Ça ne se fait pas. Et c'est le manque de respect là que nous dénonçons. Moi, je suis contre le fait qu'on critique chaque fois. Parce que je dis toujours qu'à un moment donné, il faut qu'on oublie ces critiques-là et proposer des solutions et mobiliser la jeunesse à s'intéresser. Et le fait qu'il y a encore une jeunesse réticente nous fait croire que peut-être que une grande partie n'a pas encore bien compris le message. C'est pour cela c'est important pour nous de chaque fois revenir sur les faits afin de faire comprendre cette jeunesse les conséquences et les résultats que nous avons sur le terrain. Et c'est pour cela, en partie, je soutiens qu'on revienne sur ces sujets en critiquant la France et faire comprendre clairement à cette partie de la jeunesse qui est encore réticente qu'il y a quelque chose de faux, qu'il faut vraiment cerner, il faut vraiment être impliqué et dire non. Et un jour, peut-être que toute l'Afrique sera vraiment consciente du mal que ces pays-là créent en Afrique et prendront en main les choses. Merci, Monsieur Ouadja. Alors, un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour, mes frères, bonjour. Je salue Monsieur Romario. Romarixon. Romarixon, voilà. Et mes autres frères, je ne connais pas leur nom. Allez-y pour vos réactions. Oui, non, le problème c'est que moi je suis togolais et résident à Londres. Vraiment, je préfère qu'on parle de notre jeunesse et ce qui se passe au Togo, puisqu'on parle de comment appelle-t-on le président français, parce qu'il y a un travail qu'on est en train de faire sur le terrain au pays maintenant du Nord. Et je préfère aussi qu'on discute nos choses, on mobilise la jeunesse togolaise, on fait tout en éveil pour que nos jeunesses comprennent bien ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que nous devons faire. Mais, tu sais, je voulais que tu donnes mon numéro à mon frère parce que je ne veux pas donner mes détails maintenant. Allô? Oui, merci. Oh, je donnerai votre numéro comme cela se doit. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Votre suggestion sera prise en compte et on verra dans les jours à venir, puisque nous sommes sur un média bilingue, donc ce qui fait qu'on parle anglais, on parle français, donc pour permettre à toutes les communautés de comprendre ce que nous disons. Non, le problème c'est qu'on a besoin d'une population en éveil, parce qu'on est déjà sur le terrain, on est en train de travailler sur le terrain, on a besoin d'une télé comme ce que notre frère est en train de faire. Hein? C'est la même chose qu'on a fait à Zimbabwe. Tu vois, non? Je comprends. Ce que j'ai en train de dire. On a besoin de quelque chose comme ça pour que nos frères qui sont sur le terrain, qu'on envoie l'argent depuis des mois maintenant, pour qu'ils soient sur le terrain en train de mobiliser les gens depuis non. Merci, merci. On prendra en compte votre suggestion. Merci beaucoup. Nous allons faire une émission concernant ça en minant et votre suggestion sera prise en compte. Merci de nous avoir appelés, grand frère. Alors, la suite de notre débat avec les profils des sommets France-Afrique, c'est justement pour parler également donc de ce partenariat. À quand, au fait, la fin de ce partenariat, à quand la réalité avec ce partenariat
partenariat que revendiquent tous les Africains aujourd'hui. Parce que quand vous regardez un peu le sommet, et dans la tête également donc, de tous les Africains, c'est d'avoir la France comme partenaire. N'est-ce pas, monsieur Romarickson, docteur Romarickson? À quand la fin de ce partenariat entre la France et l'Afrique? Pour répondre à cela, je pose une autre question, afin que les auditeurs puissent bien comprendre ma réponse. Quand est-ce que le lion va cesser de se nourrir de l'antilope? Le jour où le lion cessera de manger l'antilope et le lièvre, c'est le lion qui va mourir de faim. Et donc, le lion, quant à lui, ne cessera jamais de se régaler de la viande, de la biche et du mouton. Et donc, quand la fin de cette relation avec la France, c'est le jour où les Africains auront atteint ce niveau, où ils diront à la France, get out of here, we ain't need you. C'est à partir de ce jour que ces relations incestueuses entre la France et notre continent vont prendre fin. Pour l'instant, il y a un long chemin devant nous. Parce que je vous le dis, vous rentrez maintenant en Afrique, vous commencez par expliquer la réalité à nos frères et nos soeurs qui sont restés sur le continent. C'est eux qui vont commencer par vous combattre. Vous dites ceci, vous dites cela, parce qu'ils ne comprennent pas les rules of the game. Ils n'ont compris les règles du jeu qui est en jeu depuis des siècles. Mais je pense que de plus en plus de jeunes Africains sont en train de comprendre ce qui est la réalité. Et je pense que le jour où ces relations vont finir, ce jour n'est plus très loin. Il suffit que les dictateurs comme Ali Bongo au Gabon, Fonya Singbe au Togo, M. Déby au Tchad, M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, M. Sassou Nguesso au Congo, dès que ces dictateurs seront dégagés et seront remplacés par de jeunes intellectuels, vous allez voir que la France n'aura plus aucune chance en Afrique. Depuis que M. Sarkozy était au pouvoir, je lui avais écrit une lettre pour le dire, Monsieur le Président, essayez de changer le paradigme que vous utilisez pour guider vos relations avec l'Afrique, parce que les choses ont changé. Monsieur Sarkozy m'a envoyé une réponse standard. Merci d'avoir écrit au président, et merci, bonne année, machin. Ça veut dire qu'il n'a pas essayé de me prendre au sérieux. Vous savez, aucun autre pays au monde n'a plus de chances de faire le commerce en Afrique que la France. Parce que les 100 dernières années, nous avons eu affaire avec la France. Nous parlons la langue française. Cette langue véhicule une culture. Quand j'étais étudiant en sciences politiques, vous savez, il y a une scène qui s'était déroulée au Parlement de l'Union européenne. Et donc, on nous a donné le test en anglais à lire. On était deux étudiants, c'est-à-dire 3 Allemands. On était 5 dans la classe de masters en sciences politiques. On était devenus 5. Tous les autres ont fui. Et donc, on a dit que, et le professeur nous a demandé, que signifie cette phrase? J'ai dit ce que je pense. Le Togolais aussi a dit la même chose. Les Allemands ont dit une chose différente. Par surprise, la professeure était surprise que ce que le Togolais et moi avons dit, c'était la même chose que le Français avait dit au Parlement. Ça veut dire que quoi? Que la langue française véhicule une certaine culture. Nous étant abusivement appelés francophones, nous partageons avec la France une certaine culture. C'est ce qui fait que la compréhension de cette phrase-là, de la part de l'autre Togolais, de moi et du Français qui représentait la France à l'Union européenne, était la même. Et donc, la France a une grande chance de faire le commerce en Afrique. Mais son tort, c'est que la France est eugéniste. C'est un pays qui pense qu'ils sont blancs, ils sont supérieurs à nous, ils ont un quotient intellectuel supérieur à nous. La France n'a pas encore compris que les choses ont changé. Voilà ce qui va punir la France pendant les 500 prochaines années. Elle va perdre tout en Afrique. Elle ne remettra plus jamais. Et moi, je vous le dis, dès que la jeunesse africaine sera au pouvoir, nous allons aussi faire une réforme linguistique. Le français ne sera plus notre langue, comment appelle-t-on, notre langue
comment appelle-t-on encore cette langue-là? La langue de travail en Afrique. Le commerce international, la politique internationale, tout se fait en anglais. Je vous assure, quand les étudiants des autres pays africains viennent ici en Allemagne, ils commencent par étudier automatiquement à l'université en anglais. Mais nous qui sommes francophones, il faut apprendre la langue allemande dans l'espace de 1 an et demi. Et si tu ne réussis pas, on te renvoie dans ton pays. Voilà le calvaire que vivent nos concitoyens des pays francophones ici en Allemagne. Le français, ça perd du terrain. La langue qui domine le monde, c'est l'anglais. Et donc, faisons aussi ça, cette réforme. Quittons le français, quittons le franc français, quittons la langue française, quittons le franc français et mettons fin à toute relation avec la France parce qu'elle a refusé de nous respecter. Nous lui avons dit, prenez le temps, messieurs les Français, respectez-nous, changez le paradigme. Ils ont refusé. Et donc, le jour où nous arriverons à mettre fin à cela, que cette fin soit éternelle. Voilà ce que je pense de la question. Merci. Vous êtes de même avis que M. Dr Omarikson, M. Alex? Moïse, je partage presque entièrement son point de vue. Par rapport à cette question, faisons un peu l'historique de la relation franco-africaine vers la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Commençons d'abord par le discours de La Baule. Ce discours de La Baule fut un beau discours, un des plus beaux discours promettant une émancipation, un changement radical des relations franco-africaines. Mais 20 ans après, on réalise que les pratiques sont restées les mêmes. Le président Sarkozy, lors de son mandat, il lui a dit aux Nations Unies qu'il est inadmissible que l'Afrique n'ait pas de représentants aux Nations Unies. Nous étions tous fiers de ça, mais en réalité, c'était juste un leurre pour nous tromper, pour nous endormir davantage, comme ils savent bien le faire. L'ex-président français Sarkozy à Dakar, qu'avait-il dit? Que l'homme noir n'est pas encore assez rentré dans l'histoire. C'est-à-dire, toutes les pratiques françaises, avec le temps, se découvrent qu'en réalité, c'est un dénigrement de l'Africain en général. Et au-delà de ça, après son discours aux Nations Unies relatif au non-adhésion de l'Afrique aux Nations Unies, la suite, nous la connaissons tous. C'est la chute brutale du régime libyen. C'est la chute brutale du régime d'Abidjan de l'époque. Aujourd'hui, la France se situe dans la même logique avec le président Emmanuel Macron. C'est-à-dire, toutes les promesses qu'elle fait ne sont jamais respectées. Or, la parole donnée est un point d'honneur. Et cette France, elle oublie forcément que les Africains aujourd'hui ont des intellectuels parmi eux. Comme le dit le frère Romaric, il y a un des plus brillants Africains aujourd'hui en France qui s'appelle Franklin Nyamsi. Et c'est quelqu'un que moi je recommanderais à presque toute la jeunesse africaine consciente de suivre quotidiennement si l'opportunité leur est présentée. Parce qu'il faut forcément que cette France devienne victime de ces promesses non tenues. Il faut que cette France devienne victime de toutes ces pratiques malsaines en Afrique. Parce que moi, à mon avis, les relations franco-africaines sont déjà en train de mourir parce que la France a commis trop de torts au continent africain. Et malheureusement, elle ne veut pas les reconnaître, elle ne veut pas assumer toutes ses responsabilités. Et là, elle se place, mais elle se piège et tombera même dans son propre piège. Comment peut-on admettre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que tout est visible via les réseaux sociaux, tout est visible via les déclarations même de certains politiciens français qui sont contre toutes les pratiques de la classe politique française en Afrique. Mais la France a de sérieux problèmes, à commencer d'abord par sa classe politique, quelle qu'elle soit. Si nous nous en tenons aux réalités de l'heure, il faut forcément que l'Afrique prenne cette décision. Et cette décision, elle ne viendra pas de ceux qui sont au pouvoir, elles viendront de la jeunesse africaine. Et comme elle est bien maligne, cette France,
je pense, en invitant cette jeunesse à Montpellier aujourd'hui, cette relation, cette vieille relation est en train de couler déjà. Parce que je me demande si la France n'est pas déjà de mettre en place des stratégies pour faire sauter toutes les dictatures africaines. Parce qu'elle est capable de ça aussi. Parce que cette jeunesse qui est invitée aujourd'hui à Montpellier, sera-t-elle invitée l'année prochaine? Sera-t-elle toujours invitée dans les années à venir? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je peux oser croire que cette relation franco-africaine traditionnelle que nous connaissons est en train de tomber contre le gré de la France, qu'elle le reconnaisse ou pas. Parce que l'an dernier, je pense, la France avait eu des titillements verbaux avec l'Italie, où le premier ministre italien accusait la France de ses pratiques néocoloniales en Afrique. C'est déjà une preuve palpable qu'au sein même de l'Union européenne, cette France est fortement décriée. Si elle ne se ressaisit pas, croyez-moi, elle reviendra au rang des nations occidentales comme aujourd'hui la Grèce, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Parce que je réalise en fin de compte que tous les pays occidentaux dont leurs langues officielles sont dérivées du grec et du latin sont les plus pauvres en Occident. Et cette France, elle ne manquera pas de rentrer dans cette logique. Nous sommes presque à la fin donc de cette première partie. Et ma question pour terminer à tous nos intervenants, comment imaginez-vous les relations France-Afrique dans la vision 2030? Monsieur Ouadja. Merci. J'allais tout d'abord dire quelque chose par rapport à ce que mon frère Alès disait. Moi particulièrement, je n'attends pas à ce que la France respecte une de ses promesses envers l'Afrique. D'abord, ce n'est pas à elle de nous promettre quelque chose, puisque, comme je l'ai dit précédemment, la France n'est pas, ou un président français n'est pas président d'un pays africain. Il n'est pas obligé de promettre quelque chose à l'Afrique et de respecter cela. C'est un enjeu politique qu'ils mettent en place pour pouvoir faire dormir la conscience des Africains. Nicolas Sarkozy ne peut pas, par exemple, aller au sommet de l'ONU et défendre les intérêts des Africains en demandant que l'Afrique soit représentée au sein de cette organisation. Ceci revient aux Africains de le réclamer. Et c'est ce que faisait Thomas Sankara jusqu'à sa mort. C'est ce que nous devons continuer. Si jamais un président se pointe à un sommet et prétend défendre l'intérêt d'un autre pays, il est en train de voiler les choses. Et c'est le sorcier, ça. C'est cette personne qui est une sorcière qu'on doit combattre. Parce que les gens ont toujours eu de beaux discours envers l'Afrique pour nous faire endormir et mieux nous exploiter. Et c'est ce que nous, les Africains, nous aimons. Nous aimons toujours les présidents du monde entier, que ce soit en Europe ou bien ici aux États-Unis, qui nous amadouent, qui nous caressent dans le sens des poils et nous fait croire qu'ils nous aiment. Et en réalité, ce sont nos vrais ennemis. Nous avons suivi ici des gens ou des Africains qui croient défendre leurs intérêts. Et quand le président américain, Donald Trump, l'ancien président américain Donald Trump est venu, il a eu à dire des trucs sur l'Afrique. Mais combien d'Africains ont soutenu ces propos? Parce qu'on le regardait simplement parce que le président Trump était une mauvaise personne. Il n'aimait pas l'Afrique parce qu'il parlait mal de l'Afrique. Je préfère quelqu'un qui me dit la vérité, que ma maison est sale, pour que je la balaie, au lieu d'épauler quelqu'un d'autre qui me fait comprendre que cette maison-là, elle est propre et puis je vais dormir dans la saleté. Donc, nous devons accepter les présidents, que ce soit le président français qui vient au pouvoir et qui dit la vérité aux Africains, et que les Africains prennent conscience. Comme Marine Le Pen l'a dit une fois, les étudiants africains vont en France ou bien en Europe pour étudier. Quand ils finissent les études, ils n'ont qu'à partir servir leur pays. Il n'y a rien de mal dans cela. Mais les Africains ont crié haut et fort. Dire que Marine Le Pen n'aime pas l'Afrique. Nous aimons les présidents comme Sarkozy. Nous aimons les présidents comme Macron est en train de faire aujourd'hui, qui viennent nous faire croire qu'il est en train de travailler pour les Africains,
pourquoi on s'endorme? Donc aujourd'hui, nous ne devons plus accepter cela. Les Africains doivent prendre conscience et dire que nous ne sommes plus à l'époque où on doit toujours nous faire croire que tout sera cuit pour nous et nous allons manger et nous allons rester sans rien faire. Donc faisons quelque chose de notre part, défendons nos intérêts et n'attendons pas forcément quelque chose de la part de cette France-là. C'est ce que j'allais dire pour terminer. Merci. Nous avons un auditeur en ligne, on va le prendre rapidement. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma voix aujourd'hui. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Allô, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Oui, vous êtes en direct. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, votre réaction? C'est Emmanuel, oui. Monsieur Emmanuel, allez-y. Oui, c'est pour répondre à ta question à qui profite le sommet. Yeah. Et moi, je voulais vous dire tout de suite que qui organise ce sommet-là? C'est la France, non? Donc ça profite à la France. Bien naturellement, ça profite à la France. Maintenant, ce qui me gêne un tout petit peu ces 2 jours, tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, c'est que les Africains attendent que les gens organisent des choses à leur place et puis viennent parler, quoi. Moi, c'est ça qui me dérange un tout petit peu. Et toujours en train de mener le mauvais combat. On ne s'occupe pas assez de nous-mêmes, quoi. Voilà, moi, mon souci, ce que je voulais relever. Et j'aimerais beaucoup plus que la jeunesse africaine se soucie de ses propres problèmes, quoi. Voilà. La France est avant-gardiste, en quelque sorte, on va dire. La France sait comment résoudre ses problèmes. Mais nous ne savons pas comment résoudre nos problèmes. C'est ça la vraie question, en fait. Vous voyez, si la France se sent menacée, elle passe par tous les moyens, elle organise des sommets ici et là. Et Macron, c'est pas sa première sortie. Macron avait organisé un temps beaucoup de choses à Ouaga, des trucs comme ça, où il a rassemblé la jeunesse africaine. Ben, depuis quand nos dirigeants, nos élites africaines, depuis quand ils organisent les sommets de cette envergure-là pour faire réfléchir la jeunesse africaine, la société civile africaine autour des thématiques que nous connaissons tous? Depuis quand? Et maintenant, tous les activistes anti-français, tous les gens qui développent, qui réveillent la conscience de la population noire, de la population africaine sur le sort de ce qui est des populations africaines, tout ça là. Ces gens-là sont là, mais personne ne les invite, personne ne leur donne la parole, les médias ne leur donnent pas la parole. Mais on est là, à chaque fois que le gars fait quelque chose, on est là à critiquer. Mais moi, je réfléchis comme un businessman. La France fait bien son travail. Mais nous, on est là, on dort tranquillement, on est là que juste pour critiquer, pour faire ceci, cela, mais organisons les sommets aussi chez nous. Discutons, réveillons la jeunesse, on ne fait jamais ça. Moi, c'est tout cela qui me dérange en fait, quoi. Parce qu'on perd notre énergie en bavardant, en disant la France a fait ceci, mais que faisons nous-mêmes? Nous-mêmes, là, que faisons-nous? Moi, c'est ma grande question que je voulais, enfin, à nous tous, quoi, moi y compris. Que faisons-nous individuellement? Les élites, les activistes, les gens qui relaient la conscience, qui réveillent la conscience chez la jeunesse africaine, de comment être fier de ce qu'on a, comment se prendre en charge de tous ces gens-là. Je ne sais pas moi qui vais vous les citer, si vous en connaissez beaucoup, mais depuis quand vous leur donnez la parole, vous donnez la parole à ces gens-là, on ne les invite pas, ces gens-là, la France ne les invitera jamais à leur sommet. Mais depuis quand les Africains, les grands intellectuels, les professeurs d'université que nous avons, depuis quand ces gens-là organisent des colloques, des séminaires, beaucoup de choses? Depuis quand nous-mêmes nous prenons en charge? Voilà moi ma question que je pose à tout le monde aujourd'hui, essayons de réfléchir sur nous-mêmes et n'essayons pas tout le temps d'être des victimes éternelles, ça ne passera pas. Donc, je vous souhaite une bonne émission et... Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Et Monsieur Alès, Vision 2030 France-Afrique, votre réaction? Vision 2030 France-Afrique, Moïse. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et 2030,
c'est en moins de 10 ans. À mon avis, je ne vois rien de promettant à l'avenir du moment où nous ne sommes pas en mesure de dégager les bases militaires françaises en Afrique. Du moment où nous ne sommes pas encore en mesure de gérer nos propres monnaies. Ça, c'est deux facteurs fondamentaux qu'il faut attaquer activement. Si l'Afrique se plaît à rester encore dans cette passivité, Moïse, d'ici avant la fin de ces 2030, la France essaiera de mettre en place une autre stratégie pour continuer ses pratiques. Pourquoi aujourd'hui la France, ses relations avec le Maghreb n'est pas la même comme l'Afrique au sud du Sahara? Il faut vraiment que l'Africain sorte de sa passivité. Et ça, ce ne sont pas nos dirigeants actuels qui sont au pouvoir qui le feront. La France a compris ça et elle est en train d'anticiper parce que cette jeunesse, elle sera en commande demain. Il faut forcément que cette jeunesse même qui nous représente aujourd'hui à Montpellier, les infiltrés qui sont dedans doivent être combattus. Les infiltrés qui sont entre nous doivent être combattus parce que si nous ne prenons pas ces genres de décisions, eh bien, nous resterons toujours à la même place. Notre souhait, ce n'est pas de rester à la même place, mais de faire évoluer l'Afrique. Nous recevons tous les intervenants et quel que soit leur bord. Alors, Dr Omarikson, Vision 2030, qu'attendez-vous après donc, ce sommet de la part de la France pour mettre fin donc, à cette première partie de cette thématique de notre émission Avis de la diaspora? Monsieur Bénigan, je vais vous dire un certain nombre de vérités aujourd'hui. Dans son livre The Story of Psychology, le psychologue américain Morton Hunt a écrit ceci. Jusqu'au VIe siècle, la majeure partie de la culture occidentale a été adoptée en Afrique, en Égypte, par la Grèce. C'est-à-dire que jusqu'au VIe siècle, les Européens n'avaient pas de culture, si ce n'est ce qu'ils ont copié chez nous. Quand on parle d'Égyptiens de ce temps-là, c'était des négros africains. Donc, ils sont venus chez nous, ils ont copié notre culture. Quand la Grèce a amené notre culture ici, chez eux, en Europe, les autres pays européens sont venus copier chez la Grèce. Maintenant, que M. Nicolas Sarkozy aille à Dakar, au cœur de l'Afrique, pour nous dire que le mal, le drame est que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, c'est un renversement de la réalité. Et ils nous ont maintenus dans le mensonge pendant des siècles. Désormais, les Africains ont ouvert leurs yeux. Ils savent qu'ils sont bénis par Dieu le Créateur. Pour le savoir, il suffit de voir le sous-sol de notre continent et de le comparer au sous-sol de l'Europe et des autres continents. Il n'y a pas de comparaison. Voilà la première chose. Deuxième chose, il y a un journal allemand qu'on appelle Die Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ce journal allemand a rapporté que la France tire de ses ex-colonies par an 440 milliards d'euros. La France vole en Afrique, la partie de l'Afrique qu'elle avait colonisée, chaque année, 440 milliards d'euros. Et ce journal allemand précise que si la France devait cesser de voler cela, elle sera reléguée au niveau des pays comme la Roumanie. Vous voyez? Donc, sans le pillage de nos ressources, la France ne peut pas avoir le niveau de Wohlstand, je ne sais pas comment on appelle, le niveau de développement économique qu'elle a actuellement. Deuxième chose. Troisième chose, j'aimerais que tous les Africains comprennent ceci. L'Empire français a atteint son apogée. Désormais, il est dans son déclin. Dans les dernières semaines, nous avons vu que la France a eu des ennuis avec les États-Unis, avec l'Australie, avec l'Angleterre, à cause des problèmes de sous-marins. Les Australiens avaient commandé le sous-marin chez la France il y a des années. Mais subitement, les Australiens ont coupé le contrat avec la France. Ils ont donné le contrat aux Américains et aux Anglais. La France a rappelé son ambassadeur aux États-Unis, en France. Cela n'a rien amené. Les Américains
ils n'ont que cure. La France a des ennuis avec le Mali, avec la République centrafricaine. Avec l'Allemagne, c'est presque très souvent. L'allemand, il ne parle pas, mais il est très subtil. La France a demandé que l'Allemagne envoie ses soldats pour venir faire le combat avec elle sur le sol malien. Les Allemands ont dit que nos soldats qui sont avec vous au Mali, ils ne serviront que pour l'infrastructure, mais ils n'auront fait aucun combat au Mali. Donc, la France est un pays qui est en déclin. Et ce déclin est accéléré par le couple Macron-Le Drian. Et donc, vision 2020-30 avec la France, nous devons avoir au moins 3 objectifs chez nous en Afrique. Nous devons mettre fin au franc CFA, qui est une servitude volontaire, selon Nouveau Kako. Nous devons mettre fin à la langue française dans notre continent. Nous devons mettre fin aux bases militaires de la France en Afrique. Ces bases ne sont pas là pour nous protéger. Elles sont là pour maintenir la même mise de la France sur notre continent afin de continuer à piller nos ressources. Les Africains doivent se donner comme objectif 3 points. Mettre fin au franc CFA avant 2030. Mettre fin à la langue française en Afrique avant 2030. Et mettre fin aux bases militaires françaises en Afrique avant 2030. Si nous arrivons à atteindre ces 3 objectifs, nous aurions fini avec la France sur notre continent pour très longtemps. Voilà ce que je pense. Merci, Dr Omar Rickson, pour votre intervention. Fin de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Nous sommes fiers de vous qui essayez également de partager cette émission sur d'autres plateformes avec d'autres personnes, d'autres communautés. Vous êtes la bienvenue. Nous allons prendre une petite pause pour nous permettre de nous ressourcer, revenir juste derrière pour aller au Burkina Faso et parler donc du procès de Sankara avec l'absence de Blaise Compaoré. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro Web TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne Afro Web TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 119. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.